Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h. Europe Matin. Thierry Dagiral. À la une ce matin, l'enfer du feu en Gironde, 2800 hectares de pinèdes partis en fumée à la Teste de Bûche et Landiras toute la nuit. 1 millier de pompiers venus de toute la France a mené une bataille sans relâche contre les flammes dans certains villages. On se prépare à quitter les habitations, le cœur serré bien sûr, reportage dans ce journal. Journée spéciale 14 juillet que nous allons vivre ensemble sur Europe 1 et CNews. Un défilé placé sous le signe de la guerre en Ukraine et des armées des pays d'Europe de l'Est, membres de l'OTAN. Le Tour de France, une étape mythique hier dans les Alpes. Le maillot jaune Pogačar a flanché dans la dernière ascension. Le Français Bardet en profite et se retrouve dauphin au classement général. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 6h15, le journal des sports de Lucas Courtin. 6h20, l'innovation d'Anissé Mbida. Et puis à 6h23, la partition d'Omblin Roche. Et ce matin, le trio Fredericks, Goldman et Jones à la fin des années 80. Europe 1. Et la première édition est présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Près de 3000 hectares ravagés en Gironde. Où s'arrêteront les flammes? À Landiras, au sud de Bordeaux, et à la Teste de Bûche, dans le bassin d'Arcachon, le feu semble inarrêtable, attisé par le vent et la sécheresse. Plus de 1000 pompiers et un balai aérien d'une dizaine de Canadair tentent de fixer ces deux incendies. Des moyens importants car le temps presse. Il faut maîtriser les flammes dans les heures qui viennent pour éviter le pire, comme l'explique le patron du SDIS de Gironde, Marc Vermeulen. Un effort national immense, quasiment l'ensemble de la flotte aérienne de la sécurité civile qui a été mis à disposition de la Gironde. La difficulté auquel on est confronté, c'est deux feux qui ont éclos à 1h30 d'intervalle et qui prennent des proportions très importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait autant de départs de feu là au 1er juillet qu'on a fait sur toute l'année dernière, 260 départs. On est vraiment dans une année qui est vraiment atypique et ça fait que commencer puisqu'en fait dans les 2 prochains jours, il nous prévoit une canicule très forte. Donc l'idée c'est vraiment d'engager un maximum de moyens et puis derrière de pouvoir effectivement essayer de le fixer. Est-ce que ça veut dire que pour gagner le match, gagner la bataille, en fait c'est maintenant qu'il faut marquer des buts? Voilà, il faut vraiment dans les 24 heures qu'on arrive à réduire la tête du feu pour pouvoir effectivement gagner la bataille, voire la guerre. Sinon après on aura un feu qui va se nourrir, qui va prendre des proportions plus importantes. Et à chaque fois qu'il avance derrière, ça nous fait de plus en plus de points sensibles d'habitation par exemple à défendre et ce qui ralentit encore est très consommateur de moyens. Donc vraiment l'idée c'est de le coiffer le plus rapidement possible. Marc Vermeulen, le patron du service d'incendie et de secours de Gironde, au micro européen de Stéphane Place. Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier soir pour encourager les pompiers sur ce qui est le plus gros incendie depuis 20 ans dans la région. Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance de chacun en cette période de sécheresse et de canicule. Alors Fanny, au total, 6500 campeurs ont été évacués, priés de rentrer chez eux. Quelques habitants ont aussi dû trouver refuge ailleurs. Pour ceux qui restent, impossible bien sûr de dormir sur leurs deux oreilles. Oui, l'angoisse de savoir le feu aux portes de son village, le nuage de fumée qui se trouve parfois à une centaine de mètres à peine. Surtout, rester attentif, se préparer au cas où le danger serait imminent. Le reportage à Landiras de Benjamin Péter. Tant que le vent ne tourne pas, ça va. Alors Guy surveille la girouette dans son potager. Pour le moment, le vent ne pousse pas l'incendie vers chez lui. Marie-Claude, elle, vient de passer une deuxième nuit d'angoisse. Elle n'a pas voulu quitter sa maison. Ils voulaient nous faire évacuer. Moi, je suis restée là avec le voisin. Là-bas, il est resté, mais les jeunes sont partis. C'est difficile. On a toujours peur que le vent se lève, que ça nous amène le feu vers les habitations. C'est vraiment stressant, quoi. Il y a 20 ans que je suis ici. Ça arrive, mais c'est des feux beaucoup moins important. Un peu plus loin, au lieu d'Ibouan, Isabelle regarde passer les camions de pompiers devant chez elle. Elle se tient prête à partir. On a commencé un peu à préparer et on est sur le qui-vive. Ils nous ont dit faire une valise et d'attendre. Donc c'est ce qu'on fait. C'est inquiétant de le voir passer, de voir ce feu qui se propage parce que c'était en face. Après il est passé de l'autre côté. Enfin, ça fait du ping-pong et ça va très vite. Ils nous ont dit qu'il fallait pas que ça dépasse plus les arbres là. C'est là où on serait évacué. Alors déjà près de 400 personnes sur les 3 communes de Landiras, Cabanac et Guillos ont été évacuées préventivement et les pompiers me confiaient qu'ils avaient lutté une bonne partie de la journée d'hier pour sauver près d'une centaine d'habitations. À Landiras, Benjamin Péter, Europe 1. 6h04 sur Europe 1, bottes cirées, uniforme repassé, chorégraphie bien en tête. 6300 militaires s'apprêtent à défiler dès 10h sur les Champs-Élysées à Paris. Grand rendez-vous à vivre évidemment sur Europe 1 et CNews avec Pierre de Villeneuve et Clélie Mathias à partir de 9h. 14 juillet, fête nationale aux airs cette année de fête européenne avec un clin d'œil appuyé aux pays de l'Est, des territoires de l'Union européenne, membres de l'OTAN, où sont déployées les forces militaires françaises. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, il s'agit, William Molinier, de
mettre en avant la solidarité stratégique avec nos alliés. Oui, c'est l'idée phare de ce défilé, montrer que la France est solidaire avec les pays européens frontaliers de la Russie. Et d'ailleurs, pour la première fois, les drapeaux de l'Union européenne et de l'OTAN sont apposés sur les écussons du défilé. Par ailleurs, les emblèmes des 9 États membres du flanc Est défileront en tête. Pays baltes, Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Bulgarie et Roumanie, suivis d'une centaine de soldats des missions de réassurance, dont les chasseurs alpins d'Annecy qui rentrent tout juste de Roumanie où ils ont été déployés immédiatement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans le ciel, la coopération militaire sera aussi mise à l'honneur. 2 Rafales vendus à la Grèce, 3 avions de transport allemands, belges et espagnols et un C-130 italien. Autre symbole fort, celui des 3 canons César qui descendront les Champs-Élysées, des pièces d'artillerie stratégiques, mobiles et précises. 18 unités ont été livrées à l'armée ukrainienne dans le Donbass. Pour autant, aucun chef d'État des pays de l'Est ne sera présent. Le 14 juillet est avant tout la fête nationale, soutient-on à l'Élysée. Aucun hommage aux soldats ukrainiens n'est par ailleurs prévu et les soldats qui défileront ont reçu l'ordre de ne pas s'exprimer sur la guerre aux portes de l'Europe. Cette symbolique est à l'image de la position de la France dans ce conflit. Elle aide l'Ukraine à se défendre, mais n'est pas en guerre contre la Russie. William Molinier du service police-justice d'Europe 1 notait qu'hier, Emmanuel Macron a donné sa feuille de route aux armées, retrait du Mali, relance du service national universel, ainsi qu'une nouvelle loi de programmation militaire avec des propositions à faire d'ici la fin de l'année. Elle sera soumise au Parlement début 2023 et engagera les armées jusqu'en 2030. Alors sur les Champs-Élysées ce matin, on verra au total 4925 troupes à pied, 120 véhicules et puis en levant un peu la tête, 25 hélicoptères, 64 avions ainsi qu'un drone et ça c'est une première. Oui, de quoi impressionner le public mais aussi les militaires eux-mêmes, surtout les plus jeunes dont c'est le premier défilé. Enzo par exemple a 17 ans. Il y a un an, il a quitté son île de la Réunion pour entrer à l'école des Mousses à Brest. Elle forme 300 jeunes par an. Louise Salé l'a rencontré pour Europe 1 reportage. Mon polo manche courte avec les galons de matelot dessus. Sur la tête, j'ai mon bachi avec donc le pompon et la bande. Les yeux remplis de fierté, Enzo montre son uniforme. Avec la chaleur, ce ne sera pas facile, mais le mousse est confiant. Je compte bien m'hydrater, prendre assez de sucre pour tenir le coup. Mais moi, je trouve ça formidable parce que pour moi, de défiler à 17 ans, c'est plus qu'un honneur. Je le sens très bien. Donc je me mets pas trop la pression pour pas faire de malaise, mais je ne me laisse pas trop non plus aller pour pas faire de bêtises, quoi. Des bêtises, Enzo en faisait au lycée qu'il a arrêté à 16 ans. Tout ce qui était scolaire, ça ne m'intéressait pas vraiment. On va dire que j'avais assez de difficultés. Du coup, je cherchais plus un milieu militaire pour essayer de me remettre dans l'axe parce que j'étais un petit peu discipliné. Ce qui me plaisait pas, en fait, c'est les profs qui t'accompagnent pas. Ça, c'est ce qui me plaît vraiment à l'école des Mousses, c'est que les profs sont plus à nos côtés, quoi. Enzo a tout quitté. Il y a 10 mois, sa famille, ses amis, son île. Il vient enfin de retrouver ses parents venus le voir défiler. Hier, je les ai revus. Je me suis bien habillé, donc chemise manche longue, nœud papillon, le petit pantalon assez classe. C'est obligé, quand je les ai vus, il y a eu des émotions fortes. Mon frère, il a versé une larme. Puis pareil, ma mère et mon père étaient très fiers de me revoir. Ils m'ont dit que franchement, j'avais grandi, mûri et que maintenant, ils s'adressaient à, on va dire, un vrai homme et plus un enfant, quoi. Ça m'a fait assez plaisir. Et après le 14 juillet, place aux vacances avant de commencer une formation de matelot d'opération en octobre. La belle histoire d'Enzo par Louise Salé. Enzo qui a sa bouteille d'eau, j'espère que vous avez la vôtre également. Il va encore faire très chaud aujourd'hui. Mais oui, toujours 7 départements en vigilance orange canicule, 39 degrés à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs là qu'il fera le plus chaud. Tenez, tirer une astuce pour profiter des vacances au frais, aller au cinéma. Oui, un paquet de popcorn et hop, vous voilà installé dans une salle climatisée avec des films rafraîchissants. Une idée qui séduit de plus en plus de monde. Reportage Noah Moussa. Excusez-moi, ils peuvent piquer une tête ? Ouais, pas de souci. Par contre, faut nager vite parce que je vous préviens, je m'arrêterai pas. À l'affiche aujourd'hui, La Traversée. C'est le film choisi par Stéphane et sa femme pour le scénario et pour la fraîcheur de leur cinéma de quartier. Ça nous permet de profiter de la climatisation qui va nous permettre aussi de nous détendre un peu dans une atmosphère plus fraîche. En ce début de vacances scolaires, Florence, 36 ans, décide elle aussi de passer un après-midi devant le grand écran avec sa fille. Après un petit restaurant, nous voilà au cinéma, au frais pour l'avant-première de Ducobu, président. Je déclare Ducobu président des élèves. Je ne me voyais pas aller au parc ou à la fête des loges par ce temps, donc le cinéma c'est un bon compromis pour partager un bon moment avec son enfant au frais. La chaleur, première aide à la fréquentation des cinémas. Les chiffres le confirment selon Éric Marty, directeur général de Comscore Movies. Le week-end dernier, on a fait 2,5 millions. Là, on s'attend à ce que la fréquentation monte à 3, voire 3,5 millions d'entrées sur la France. Et la sortie de Thor 4, le blockbuster de la saga
saga Marvel devrait contribuer à améliorer les chiffres. Noah Moussa. Et puis Fanny, on redonne le numéro vert canicule qui a été réactivé, le 0800 06 66 66. Eux aussi vont avoir du mal avec la chaleur. Les coureurs du Tour de France terminent leur traversée des Alpes aujourd'hui. Oui, 12e étape vers l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Cette fois, le maillot jaune est sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard. Hier, il a délogé Tadej Pogačar au terme d'une course folle qui a totalement bouleversé le classement général, Martin Lange. Oui, la grande bagarre tant attendue a commencé à 60 km de l'arrivée. Les Jumbo-Visma, l'équipe de Vingegaard, attaque le maillot jaune Pogačar dès la première grande difficulté du jour, à la grande surprise de David Gaudu, 5e du général hier matin. Je ne m'attendais pas du tout à que ça attaque dans le Télégraphe. Je pensais plus que ça allait attaquer vers le Galibier. Et au final, ça attaque très tôt dans le Télégraphe et j'ai tout de suite senti que j'étais pas forcément au top du top. Très vite, ils ne sont plus que 4. Pogačar, Vingegaard, Roglic et Thomas. Les choses vont rentrer dans l'ordre, les autres favoris vont revenir, mais cet épisode va laisser des traces, surtout quand Vingegaard attaque dans le col du Granon. Jonas Vingegaard, seul en tête. Le Danois vole et dépasse Warren Barguil, échappé toute la journée et proche de jouer la victoire. Je suis parti de loin parce que je pense que c'était la dernière chance que j'avais. Je savais que ça allait être dur, mais j'ai tout tenté. Pogačar, lui, reste collé à la route, incapable d'accélérer. Le Slovène perd son maillot jaune comme Hinault il y a 36 ans au même endroit. Vingegaard a renversé le tour, il a plus de 2 minutes de marge sur le Français Romain Bardet, 2e. Mais attention, aujourd'hui c'est un autre gros morceau qui se dresse devant les coureurs, l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. Martin Lange qui suit ce 109e Tour de France pour Europe 1. Et qu'on retrouvera bien sûr à 8h34 pour le journal du Tour. C'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny.